Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire de questions-réponses Dynamica. Je suis ravie de vous retrouver en compagnie du pilier, l'un des piliers de Dynamica, le docteur Denis Coester. Bonsoir Denis. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. Ravi d'être avec vous ce soir. On s'est loupé il y a quelques jours pour cause d'embouteillage, mais me voilà fidèle au poste et je suis ravi que vous ayez réussi à modifier vos plannings pour être avec nous ce soir. Oui, c'est pour mieux se retrouver et réappréhender le thème. Il est question, voilà, avec Oui. précision et détail ce soir, et individualisme. Bonsoir à tous. Bonsoir Joël, bonsoir André, bonsoir Annette, bonsoir Françoise et Véronique. Je reconnais tous les habitués qui sont là, fidèles au Et poste. Merci à vous. Bonsoir. c'est eux les piliers, c'est eux les piliers. Donc ce soir, on part en voyage. On part en voyage au cœur de nos cellules, qui sont les véritables, au cœur des mitochondries, qui sont les véritables usines d'énergie finalement du corps. Tout à Donc fait. voilà, tu vas un peu nous rebalayer et rééchanger sur ce pouvoir-là quand c'est toute petite, c'est toute petite, comment on pourrait appeler ça? Je ne sais pas, tu vas me dire, mais Organite. organite, Organite. organite, je te remercie, Organite. qui font un temps de travail incroyable. Oui, alors en fait, moi, c'est ce que j'aime bien expliquer parce qu'en fait, il faut bien commencer par quelque chose. Voilà. Et je dis toujours que finalement, l'univers s'est créé à la suite d'une immense énergie qu'on a appelée le Big Bang. Et donc, à la suite de cette énergie immense qui a été le Big Bang, il y a eu l'univers, il y a eu la vie. Donc, la vie provient de l'énergie. Et l'énergie, c'est un thème que je trouve extrêmement central finalement parce que tout le monde parle d'énergie et tout le monde ne parle pas de l'énergie de la même façon. Les pratiquants, par exemple, de Reiki vont parler de l'énergie d'une certaine façon, le Qigong ou toutes ces médecines orientales. L'énergie pour un physicien sera différente de l'énergie pour un chimiste. Enfin, et toutes ces définitions ont une certaine cohérence. Alors, je t'avoue que comme j'ai fait le dossier il y a un certain temps, puis que j'ai fait plein de conférences depuis, je ne me souviens plus trop bien de ce que j'ai raconté. Mais bon, je vais redire ce que je pense être important. Et désolé si c'est une redite, mais en tout cas, pour un physicien, l'énergie, c'est quelque chose qui permet de produire un travail et un rayonnement. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'insiste sur le fait que tout à chacun, nous devons avoir plus d'énergie, parce que finalement, nous devons à nous-mêmes et aux autres de produire un travail et de rayonner au monde. Et ben, voilà, si on reprend la métaphore de la physique, on trouve que l'énergie, c'est ça. L'énergie aussi, c'est ce qui permet un mouvement. Donc finalement, le mouvement, l'avancée, tout ça, c'est des choses que l'on retrouve dans ce concept d'énergie. Après, il y a une autre définition de l'énergie que j'apprécie beaucoup, c'est celle de la chimie, qui nous dit que l'énergie, c'est quelque chose qui va permettre à un corps de changer d'état. Et quelle est la plus merveilleuse idée de changer d'état, de se dire que voilà, nous sommes constitués à 70% d'eau. L'eau, pour changer d'état, pour passer de la glace à l'eau, pour passer de l'eau à la vapeur, elle a besoin d'énergie. Et ben nous, c'est pareil. Pour changer d'état, pour aller d'une personne peut-être non éveillée ou peut-être pas assez éveillée jusqu'à une personne plus éveillée, plus en conscience, nous avons besoin d'énergie. Et donc voilà, toute cette énergie, c'est à la fois quelque chose de très métaphysique, ésotérique, symbolique, c'est quelque chose d'extrêmement aussi physique et chimique. Et on se rend compte que de tout ça, on peut en amener vers quelque chose de plus axé vers le développement personnel, le développement de l'être humain et finalement le développement que nous recherchons tous dans une voie d'amélioration, une amélioration qui nécessite de l'énergie. Et plutôt que de rester sur des concepts qui sont passionnants, mais peut-être pas forcément palpables, comme par exemple l'énergie vitale telle qu'elle est vue par les Chinois, le Qi des Chinois, le Ki des Japonais ou le Prana des Hindous. J'aime bien retenir sur la base de l'énergie, la base de nos cellules, c'est-à-dire effectivement les mitochondries. Voilà, après ce long laïus, je te laisse poursuivre la discussion et les questions.
Non, mais le dossier était passionnant parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, tu as balayé dans un premier temps un peu le prisme philosophique, un peu presque de l'énergie. Et puis derrière, après, pour reglisser sur la physiologie. Mais on voit que tout ceci est parfaitement imbriqué et c'est ça qui rendait le dossier passionnant cette semaine. Alors, nos habitués te connaissent bien maintenant, mais voilà, il y a peut-être des nouveaux parmi nous ce soir. Donc, je tiens à rappeler que tu es docteur, anesthésiste réanimateur, tu as multiples casquettes, tu es expert en médecine anti-âge, en hypnose, tu es coach également, et tu es aussi, et on n'est pas peu fiers chez Dynamica et Vivo Vojo, le premier auteur du premier livre en français de biohacking et également de la première formation de biohacking en français, ce qui est assez formidable et on ne se lasse pas de le répéter non plus. Tu es contributeur chez Forbes, tu as un article sur le biohacking qui est passé, qui est quand même une revue de référence. Donc voilà, on est très premier heureux. article, là, il y en a un autre en préparation. Formidable, formidable. Il y en a un autre en préparation, donc voilà. Est-ce que tu peux nous glisser un peu le sujet ou non, c'est encore confidentiel? Alors, non, je pense que justement, puisque le premier article était vraiment sur le biohacking d'une manière générale, là, je vais prendre des thématiques et la logique, effectivement, qui est la même logique que ce que j'ai voulu faire avec vous, c'est que mon premier article sera consacré à l'énergie, justement, puisque la plupart des lecteurs de Forbes sont beaucoup des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des cadres. Donc évidemment, ça sera comment utiliser tous ces concepts d'énergie dans le travail. Donc je vais reprendre globalement des choses dont je vous ai parlé et puis des choses peut-être un peu plus précises pour les entrepreneurs. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai été invité à un mastermind d'entrepreneurs à Nîmes où justement, là encore, j'ai parlé de l'énergie et de comment on pouvait utiliser l'énergie pour changer de mindset, puisque, comme je disais, l'énergie est un outil de changement. Et les entrepreneurs qui avaient dans cette mastermind disaient qu'il était important pour eux d'avoir un bon état d'esprit et de se dire, ouais, d'avoir l'état d'esprit, le mindset de vainqueur, etc. Je dis, ok, mais quand vous me parlez d'état d'esprit, un état d'esprit, c'est rien d'autre qu'un bouillonnement d'énergie. Donc, si vous ne prenez pas une attention très particulière à cette énergie dans vos cellules, vous n'aurez pas un bon état d'esprit, vous n'aurez pas un bon mindset, comme vous dites. Voilà. C'était le sens de ce que je voulais apporter et que je vais donc transmettre dans ce prochain article de Forbes. Formidable. Écoute, on sera au rendez-vous lors de sa sortie. Écoute, je te propose de commencer les questions. Bien sûr. Voilà, merci encore à tous d'être revenus ce mercredi soir. Alors, on va commencer avec une question que Véronique nous a envoyée sur le chat. On en a eu quelques-unes. On va commencer par Véronique parce que voilà, elle nous a posé une question qui englobe bien et qui peut permettre d'enclencher les autres questions. Voilà, qui est un bon résumé du sujet de ce soir. Est-ce que avons-nous un nombre constant de mitochondries dans nos cellules ou est-ce qu'elles varient en fonction des types de cellules, de notre âge, de nos sexes ou de notre génétique ou de nos pics de glycémie, précise-t-elle? Oui. Alors, il y a plein de choses. Je ne vais pas trop rentrer dans la pathologie, mais bon, il y a des pathologies, parce qu'il y a des maladies qu'on appelle des maladies mitochondriales. Donc, il y a des maladies qui sont à la base avec des défects au niveau des mitochondries. Il y a différentes cellules qui ont une activité mitochondriale plus ou moins importante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les mitochondries, elles sont faites pour amener de l'énergie. Plus on a besoin d'énergie, plus elles vont se diviser. Les mitochondries, c'est comme des microcellules au sein de nos cellules. Donc, l'idée, c'est de comprendre que les mitochondries, également, elles se divisent. Il faut vraiment voir les mitochondries non pas comme un organite, je dirais, isolé. Il faut bien se rappeler d'où viennent les mitochondries. Les mitochondries sont des bactéries à la base, sont des bactéries qui ont eu un rapport, on va dire, win-win, un gagnant-gagnant avec les cellules. L'idée, c'était que ces mitochondries, ces bactéries avaient besoin de substrats énergétiques et les cellules avaient besoin d'usines à énergie. Les deux ont fusionné, donc c'est extraordinaire. Dans la biologie, il n'y a pas énormément d'associations comme ça aussi folles, du moins aussi anciennes, parce que plus récemment, on a le développement du microbiote, qui est également finalement des bactéries qui se sont mis à être utiles pour l'organisme. Mais en tout cas, là, c'est encore plus fort parce que la mitochondrie a vraiment été intégrée à la cellule. La mitochondrie, c'est donc des cellules bactériennes, ce qui fait que les mitochondries ont leur propre système de division. Les mitochondries ont leur propre ADN. On a de l'ADN mitochondrial qui est exclusivement d'origine maternelle d'ailleurs. Et
cet ADN, il est vraiment propre à chacun. C'est aussi vrai que nous avons notre ADN cellulaire, nous avons également un ADN mitochondrial qui est propre à chacun. Alors la question de savoir est-ce que toutes les cellules ont le même dans les mitochondries? Non. Bien évidemment, les cellules qui ont besoin de plus d'énergie ont évidemment beaucoup plus de mitochondries. Les neurones, les cellules du cœur, les cellules des muscles, etc. ont besoin de beaucoup de mitochondries. Et en fonction des besoins, il y a moyen d'augmenter le nombre de ces mitochondries par effectivement, comme il était question, l'alimentation, puisque de toute façon, le but de l'organisme est de se maintenir un équilibre, hein, on appelle aussi ça l'homéostasie, et pour maintenir cet équilibre, il faut de l'énergie, et donc forcément, quand on va être en carence de quelque chose, il va bien falloir augmenter la possibilité d'avoir de l'énergie. C'est pour ça, entre autres, par exemple, que le jeûne, finalement, permet d'augmenter les mitochondries, même si ça paraît relativement paradoxal. Et est-ce que ça varie selon les sexes? Hommes-femmes? Excellente question. Je n'ai pas étudié spécialement la question. D'accord. Mais ok. je ne sais pas. Ça, Voilà, et avec l'âge? Ça diminue avec l'âge de toute façon, puisque nous avons moins besoin d'énergie avec l'âge. Je fais juste une petite parenthèse. Comme d'habitude, si je sais, je dis. Si je ne sais pas, je dis que je ne sais pas. Et je rechercherai l'information. L'honnêteté intellectuelle, toujours. Voilà, c'est le no bullshit bioéthique. Mais oui. Et c'est important, voilà, on va chercher et on regardera. Voilà. Véronique demande également si le vinaigre aide également les mitochondries à être plus performantes. C'était la suite de sa question. Alors, là encore, joker, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas spécialement comment, et je vois ni pourquoi ni comment. Et bon, je pense que quand même ça le ferait, il y a tellement d'autres moyens de le faire. Oui. Comme par exemple jeûner. Moi, je préfère jeûner que de boire un verre de vinaigre. Oui, on ne va pas penser au vinaigre en premier lieu, en première intention, pour booster ses mitochondries. C'est ça. Non. D'accord. Joël parle du jeûne, justement. 12 heures de jeûne sont-elles déjà intéressantes? On est sur un jeûne intermittent. Oui, de toute façon, après, on sait que si vous voulez, le jeûne commence vraiment à être intéressant au bout de 16 heures. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'au bout de 16 heures, c'est là où on commence à faire ce que l'on appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est ce mécanisme qui a valu d'ailleurs à son découvreur un prix Nobel de médecine. C'est un mécanisme par lequel le corps, puisqu'il est en manque de nourriture, commence à se digérer lui-même, et autophagie. Et en se digérant lui-même, il commence par les cellules qui sont vieilles, fatiguées ou malades. Donc, c'est un moyen de renouvellement cellulaire. Donc oui, s'il faut, que le jeûne paraît plus intéressant à partir du moment où on jeûne au moins 16 heures. D'accord. Bon, c'est toujours la même chose, de toute façon, vaut mieux. Oui, mais de toute façon, c'est toujours la même chose. En fait, ce que j'explique toujours, le problème de tous les conseils comme ça qui sont donnés, il faut jeûner, comme si c'était un impératif, il faut sourire, il faut méditer, il faut faire du sport. C'est absolument insupportable. On a l'impression qu'il y a une dictature du bien-être et du bonheur. Moi, j'ai beau prôner la santé, le biohacking, l'optimisation des capacités, je suis absolument pas un ayatollah et je pense que le meilleur jeûne, c'est celui qui vous permet de le faire d'une manière raisonnable et raisonnée, qui vous apporte un bien-être. Tout ce qui est vécu avec de la frustration emmènera un jour ou l'autre une compensation et vous allez le payer. Donc, non, c'est pas intéressant. Donc déjà 12 heures, il y a déjà des premiers impacts. Et si déjà, Joël, c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, c'est déjà formidable d'avoir réussi à mettre ça en place. Et si ça vous convient... C'est super. Voilà, comme je dis toujours, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des marches plus ou moins hautes, plus ou moins difficiles vers la réussite, mais il n'y a pas d'échec. L'idée, c'est juste de considérer que, voilà, une fois que vous avez fait 12 heures, c'est super. Peut-être que le lendemain, vous allez faire 12,5, voire 13, c'est super. Et puis un jour, vous allez ça va être plus difficile, vous allez garder que 10 heures. Et ben voilà. Et c'est pas grave. Voilà. Être humble, toujours être humble. Ouais. Et s'écouter. Tu as raison. Et s'écouter.
Mm. On va continuer avec André, je te propose. Que pensez-vous de la coenzyme Q10 et le PQQ, une mode ou une vraie découverte? Alors, si j'avais la réponse, ben, je vous la donnerais. Le problème, c'est qu'effectivement, la question est excellemment bien posée. Les études ne vont pas toutes dans le même sens. Bon, ce qui est sûr, c'est que pour être simple, hein, le PQQ ou le coenzyme Q10 sont des antioxydants qui rentrent dans la chaîne respiratoire de la mitochondrie. Il y a des personnes qui sont hyper dithyrambiques sur le coenzyme Q10, d'autres qui disent que ça ne sert à rien, qu'ils veulent prendre du PQQ, d'autres qui disent que là encore c'est gadget. C'est très très difficile de répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours la même chose. Si mettons, bon, entre nous, donc je peux citer des marques, mais c'est toujours la même chose. Si vous passez votre temps assis sur votre fauteuil à regarder des séries Netflix et à manger du Nutella et qu'après vous allez vous faire un McDo et qu'après vous vous dites tiens, pour compenser ça, je vais prendre du coenzyme Q10 et du PQQ, ben, c'est un non-sens. Par contre, effectivement, si vous avez une alimentation équilibrée, si vous jeûnez régulièrement, que vous, voilà, vous buvez, vous méditez, vous avez un style de vie qui est un style de vie de santé, et vous dites, est-ce que je pourrais pas mettre un petit plus en, par exemple, prenant du PQQ, du coenzyme Q10? Ouais, super, faites-le, testez, et puis voyez sur vous-même. Alors, c'est vrai que le tester, ça coûte un peu cher le coenzyme Q10. Maintenant, c'est vrai que personnellement, j'aime bien me fier finalement à des personnes qui, euh, j'en suis tout à fait certain, ont de bien meilleures connaissances que moi. Personnellement, c'est vrai que j'ai beaucoup tendance à suivre ce que fait David Sinclair. David Sinclair, qui est un professeur du département de longévité à Harvard. Voilà, donc voilà, en l'occurrence, je suis ce que prend David Sinclair à peu près. Donc voilà, parce que j'ai la faiblesse de croire que s'il le fait, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire. Est-ce que ce serait juste, tu me dis, de dire qu'on peut utiliser les antioxydants donc de manière holistique, en englobant toute sa routine, tout son quotidien, c'est OK. Mais si c'est juste de manière un peu allopathique pour répondre à un symptôme alors qu'on ne fait rien de forcément bien à côté, ça ne sert un peu à rien en fait. Oui, ça n'a complètement aucun intérêt. Ça n'a complètement aucun intérêt. Et même, ça peut être contre-productif. En fait, il y a des études, il y a une très, très grosse étude qui a montré qu'en fait, se supplémenter en antioxydants, c'est totalement inutile. Voilà, il y a une grosse étude. Il faudrait que je retrouve si ça vous intéresse l'étude. Mais en tout cas, il y a une grosse, grosse étude qui a montré que se supplémenter ne servait à rien et était même susceptible d'être contre-productif, voire même de favoriser des cancers. Je m'explique. En fait, un cancer, c'est quoi? C'est un ensemble de cellules qui se divisent extrêmement vite. Tellement, tellement, tellement vite qu'elles ont besoin de beaucoup d'énergie. Comme elles ont beaucoup besoin d'énergie, leur machine mitochondriale fonctionne à plein de régimes et ça produit énormément de radicaux libres. Okay, des radicaux libres qui sont toxiques pour la cellule. Donc, vous imaginez que les cellules cancéreuses, elles produisent des substances qui sont finalement toxiques pour elles-mêmes. Mais ça ne les empêche pas de se reproduire. Imaginez là-dessus, vous mettez des antioxydants. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez finalement protéger les cellules cancéreuses des radicaux libres qui devraient théoriquement les détruire. Ben, les cellules, elles sont super contentes et elles se divisent encore plus. Donc, ça a été extrêmement montré, notamment avec le bêta-carotène, qui a montré que trop de bêta-carotène augmenter le risque d'avoir un cancer. Donc, c'est vraiment le problème, c'est qu'il y a énormément de choses sont dites par les laboratoires pharmaceutiques. Je veux dire, personnellement, avant, j'étais beaucoup à conseiller les antioxydants parce que voilà, j'avais la croyance, puis j'avais des études qui me disaient que, voilà, maintenant j'ai vu d'autres études qui semblent dire que c'est plus utile. Donc maintenant, je changeais mon fusil d'épaule. Puis si ça se trouve, peut-être que l'année prochaine, je vais encore dire une chose différente parce que mon propos, il est toujours en fonction de ce que je peux découvrir. En tout cas, voilà, actuellement, je ne peux que vous renvoyer à l'étude Cochrane qui précise qu'il n'y a pas d'intérêt à se supplémenter en antioxydants à partir du moment où, bien évidemment, on a une alimentation équilibrée. Mais là encore, comme je dis, c'est tellement plus simple de manger des fruits et des légumes, de jeûner, que de manger chez McDo et après de prendre du PQQ.
C'était une question de Marie qui demandait à quel dosage y avait-il un risque pour les antioxydants. Finalement, toi, tu dis pas d'antioxydants en complément, plutôt dans l'alimentation, via les fruits, les Oui, légumes. alors, Mais oui, oui, a priori, pas d'antioxydants. Maintenant, effectivement, si vous en prenez, c'est parce que, mettons, vous avez une activité sportive plus importante ou que vous avez un travail plus important ou qu'à un moment dans votre vie, vous avez besoin de plus d'énergie, qu'a priori, vous avez besoin d'antioxydants. Mais en tout cas, c'est pour ça que moi, je parle des antioxydants dans mon livre, j'en conseille, mais en tout cas, voilà, c'est à partir du moment où, effectivement, on a envie d'un petit plus, d'aller au-dessus, parce que justement, on va produire plus d'énergie et qu'on pense que ça peut avoir un intérêt. Mais en tout cas, en tout état de cause, sur les personnes lambda, c'est pas forcément utile. Chez quelqu'un qui a une activité sportive plus importante, oui, ça peut être utile à la rigueur. D'accord, donc à adapter selon le profil. C'est pas tant la quantité finalement, c'est vraiment l'individualisation sur l'activité, le quotidien. Voilà, ça Oui, dépend alors, plus de ça que du oui, dosage en lui-même. tout à fait. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, j'ai vu des cas récemment, par exemple, de personnes qui avaient pris des suppléments alimentaires, des compléments alimentaires avec du sélénium. Eh bien, d'une manière assez paradoxale, c'est des personnes qui sont allées faire des dosages biologiques du stress oxydatif et ça a montré qu'ils avaient trop de sélénium. Parce qu'ils sont supplémentaires. Alors que finalement, par exemple, le sélénium, on peut le trouver dans les noix. Ce qui est assez incroyable, c'est que vous pouvez manger toutes les noix que vous voulez, au-delà de l'aspect que vous allez manger beaucoup de calories. Vous ne risquez pas d'être en excès de sélénium si vous le mangez dans l'alimentation. C'est ça qui est assez intéressant, et c'est quelque chose que tu dois savoir aussi au niveau de la naturopathie, c'est-à-dire que c'est assez dingue de se dire que finalement les nutriments qui sont dans les aliments, on les régule très bien, alors que finalement quand on prend des compléments alimentaires, on les régule beaucoup moins bien. Ouais, complètement. Donc voilà, pas le dosage, privilégions une alimentation santé au plus possible. Et là, Tout à on est fait. sûr qu'il n'y aura pas de risque. Oui, bah en fait, c'est toujours la même chose. Tu veux, enfin, c'est parfois les gens, quand je parle du biohacking, entre guillemets basique, parce que pour moi, ça sert à rien de parler du biohacking des étapes d'après si on n'a pas la base. Il y a des personnes qui disent, ouais, finalement, le biohacking, c'est pareil que la naturopathie. Ben non, c'est pas pareil, parce que déjà, dans la philosophie, c'est différent. Et puis, autant dans la naturopathie, avoir une vie saine, c'est entre guillemets une fin en soi, c'est très respectable. Le biohacking, c'est la base, c'est-à-dire que la base, c'est d'avoir la vie saine. Et après, on veut augmenter les capacités, mais ça ne sert à rien de chercher à augmenter les capacités si déjà on n'a pas la base et un style de vie sain. Revenir sur un socle solide avant Voilà, d'essayer exactement. de construire par-dessus. Mais par contre, après, oui, après, il y a largement de quoi, il y a largement de quoi s'amuser. Donc voilà, bon, en l'occurrence, comme je citais tout à l'heure David Sinclair, voilà, moi, je prends tous les compléments alimentaires qui sont conseillés par David Sinclair parce qu'à côté de ça, je jeûne, j'ai une gestion du stress, je dors bien, j'ai une alimentation à peu près équilibrée, donc voilà, entre guillemets, je m'autorise à prendre des choses parce que j'estime avoir une vie relativement saine. Oui, là, les compléments portent bien leur nom. C'est vraiment complémentaire à déjà ce que Complément. tu as entrepris dans ta vie. Donc, Tout à fait, tout à fait, tout à fait. ouais, très bien. Je te propose de poursuivre avec Annette qui nous demande est-ce que les mitochondries peuvent générer de l'acidité dans l'organisme? Alors, je comprends pas la question en fait. Je comprends pas le sens de la question. Bien les Parce déchets que peut-être? déjà, Je sais pas. Peut-être en alors, générant des déchets. bon, déjà le terme d'acidité, ouais, non, je suis Ça ne pas. correspond pas. Alors, Ouais, je suis pas très. qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place? Je suis pas très fan. Je suis pas très fan, oui, parce qu'on dit souvent qu'il faut mieux être basique, acide, etc. Sachant à quel point le pH du sang, il varie à toute vitesse et que l'organisme fait toujours tout pour réguler le pH. Voilà, si vous avez un pH dans le sang trop basique, votre respiration va se ralentir pour provoquer de l'acidité parce que effectivement, vous êtes censé avoir un pH complètement stable. En moyenne, le pH du sang, c'est 7,42. Donc déjà, il est basique en soi. Le concept d'avoir un pH, enfin de l'acidité, moi, c'est un concept qui me parle pas vraiment en fait. C'est pas quelque chose.
c'est pas vraiment dans la faculté. On va dire. Voilà. Alors, c'est pas dire que c'est faux, hein, mais voilà. Peut-être respécifier, Céline, vous aviez quelque chose en tête, ou alors peut-être que c'était le mot acidité qui correspond pas bien, mais peut-être est-ce que les mitochondries génèrent des déchets ou Alors, je... là, par contre, c'est une autre question. Excusez-moi, Ouais. c'est les aléas du direct. Alors attendez, il faut juste que je lui dise que. On ne t'entend plus là. C'est bon. Donc peut-être, Annette, voilà, revoir si vous vouliez vraiment dire l'acidité ou s'il était peut-être plus question de est-ce que ça génère des déchets. Voilà. Alors donc, je vais reprendre si effectivement on considère déchets. Là, c'est déjà plus intéressant parce qu'en fait, effectivement, le métabolisme des mitochondries va produire effectivement des déchets. Alors, ok. Donc parmi les déchets, il y a effectivement les radicaux libres, hein, qu'on appelle aussi oxydants. On ne peut pas appeler ça acidité, hein, c'est de l'oxydation cellulaire. Donc effectivement, il y a les oxydants, les ROS, hein, Reactive Oxygen Species, qui sont produits par les mitochondries. Il y a deux autres déchets effectivement qui sont produits par les mitochondries, le dioxyde de carbone et l'eau, sous forme H2O. Alors, ok, on pourra envisager, si vous me demandez de réfléchir à ce concept d'acidité par rapport aux mitochondries, je réponds tout en réfléchissant, hein. Ok, à partir du moment où effectivement les mitochondries produisent du dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone il va se transformer en bicarbonate. Non, je vois pas trop comment les mitochondries peuvent acidifier quoi que ce soit à l'effort. Donc, non. Annette précise que c'est dans le sens où l'acidité fait baisser son énergie vitale. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire acidité ou acidose, ou si vraiment on est sur l'acidité. Alors, si c'est sur le concept de l'acidité, comme on peut l'entendre en naturopathie, moi, je suis pas naturopathe, hein, donc ça, c'est des concepts que moi, j'ai pas. Hein, je suis désolé, je suis ni pour ni contre. Hein, je dis juste que c'est des concepts que personnellement, je n'ai pas, que je ne manie pas. Maintenant, si on parle effectivement d'acidose, alors là, mon esprit de réanimateur se met en marche. Et là, oui, effectivement, acidose, ça me dit quelque chose. Et acidose, c'est quelque chose qu'il faut corriger. On parle plus d'acidose, et même en naturopathie. L'acidité, c'est vraiment lié à l'alimentation. Mais sinon, du concept du corps, on parle plus d'acidose. Voilà, mais sachant que l'acidose, en fait, c'est quelque chose qui, dans les conditions physiologiques, se régule tout seul. Si, par exemple, je me mets à hyperventiler, à respirer comme ça, je vais me mettre en alcalose respiratoire et donc très naturellement, mon corps, il va après ralentir la respiration pour que je mette en acidose respiratoire et il va également faire en sorte de chasser par les urines du bicarbonate pour acidifier ma chimie du sang. Donc en fait, il faut vraiment comprendre que le corps, il est là pour être en équilibre et que dans les conditions normales et physiologiques, tout ça, c'est des choses qui se régulent très bien voilà, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que ça, c'est pas des concepts que je manie et D'accord. Parce qu'il peut y avoir des différences parfois entre l'acidose cellulaire et l'acidose tissulaire. Donc, il y a l'acidose du sang qui effectivement ne bouge pas, mais il peut y avoir une accumulation d'acidose dans les tissus. Alors ça, je sais pas si il y a un impact sur les mitochondries, mais c'est pas forcément lié, pas directement. Je passe. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, voilà. Je passe la main à des naturopathes qui sont très très férus de ce genre de choses, mais disons que j'ai pas appris ça à la faculté. Ok. Bon, enfin, donc il y a des déchets générés par les mitochondries, mais pas forcément liés, même pour toi, pas liés, avec une notion d'acidose qu'on peut. En tout cas, voilà, pas tel que personnellement je pratique ce terme. Et c'est pour ça que je fais vraiment un point parce que c'est vrai que bon, tu l'as rappelé, je veux dire, moi je suis anesthésiste réanimateur, je suis ancien chef des cliniques des universités, enfin, je suis très regardé les publications médicales, etc. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont pas mon langage et qui sont peut-être le langage des participants parce qu'ils sont habitués
avoir peut-être de la naturopathie ou d'autres concepts. Et je ne voudrais pas paraître arrogant ou donner l'impression que c'est faux ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'à partir du moment où j'estime que ce n'est pas dans ma manière de concevoir les choses ou dans mon domaine de compétences, voilà, ça ne veut pas dire que j'y crois pas ou quoi que ce soit. Mais je passe la main, voilà, avec toute humilité. Mais là, on s'adresse aux médecins. Alors, du coup, Voilà, on est sur une réponse purement médicale et voilà. Et on l'a. Donc, très bien. Voilà. André qui te dit merci pour ta réponse. Plutôt activité physique, plus méditation, cohérence cardiaque, alimentation, connexion à la nature que les compléments alimentaires. Vous avez tout compris, André, finalement. Voilà, exactement. Mais les compléments alimentaires, ce que tu disais, peuvent arriver là, à ce moment-là, si le socle et les fondations sont plutôt solides. Mais bien sûr. La petite cerise sur le gâteau, quoi. Mais c'est super. Je vais donner un exemple tout bête. En fait, quel est l'intérêt de jeûner? Voilà, tiens, là, je mets les pieds dans le plat, mais quel est l'intérêt de jeûner? Il y a plein d'intérêts, évidemment. Mais l'intérêt que personnellement j'y vois, parce qu'évidemment, en biohacking, on a l'idée d'augmenter la vie et d'avoir une vie plus longue, plus heureuse et plus saine. Mais l'idée, c'est d'augmenter la longévité. Comme on augmente la longévité avec le jeûne, c'est que le jeûne va activer un système cellulaire qu'on appelle les sirtuines, qui va favoriser la longévité. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est vu dans tous les modèles animaux. Mais on sait très bien qu'il y a d'autres choses qui peuvent activer les sirtuines, comme par exemple le resveratrol. Voilà, donc quand on prend du resveratrol, on va activer également les sirtuines. Donc finalement, en anglais, ils appellent ça parfois les fasting mimiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va imiter le fasting, le jeûne. En fait, quand on prend du resveratrol, on va activer finalement les mêmes systèmes anti-âge que le jeûne. Alors, si vous mangez tout le temps et vous mangez tout et n'importe quoi et vous prenez du resveratrol, ben, ça va vous gâcher de l'argent parce que ça coûte un paquet de pognon, le resveratrol. Par contre, à partir du moment où vous jeûnez, vous dites j'aimerais bien activer un peu plus mes sirtuines, ben, prenez du resveratrol. Et puis vous dites je veux les activer encore un peu plus, prenez de la ficétine. Je veux les activer encore un peu plus, prenez de la spermidine. Encore un peu plus, prenez de la quercétine. Voilà. Et voilà. Ça potentialise finalement l'effet du. Exactement, ça potentialise. Donc c'est pour ça que quand je disais oui, on peut s'amuser avec le biohacking, on peut rajouter plein de choses. Mais si on n'a pas la base, c'est dommage. Par exemple, il y a un médicament, je l'ai déjà cité, mais qui est très très plébiscité dans le biohacking et le médecine anti-âge, c'est la metformine, qui est un médicament antidiabétique. Donc si vous êtes diabétique, ça équilibre votre insuline. Si vous n'êtes pas diabétique, ça va devenir un médicament anti-âge et anti-cancer. Mais si vous gavez de sucre et de Nutella en regardant Netflix et vous prenez de la metformine en disant comme ça va compenser le sucre que je mange, ben ça sert à rien, quoi. Il vaut mieux éviter le sucre. Mais par contre, à partir du moment où effectivement vous avez un mode de vie sain, que vous prenez la metformine, à ce moment-là, c'est un intérêt. Là encore, j'insiste bien, je l'avais déjà dit la dernière fois, je n'incite évidemment pas nos auditeurs à se mettre sous metformine sans régulation médicale. Mais enfin voilà, je cite ce médicament parce que c'est un médicament qui est très souvent cité. Bon, en tout cas, à 20h, ils ne sont pas devant Netflix. Donc là, déjà, on a déjà cette bonne base. Ils sont pas avec la de Nutella devant. Bravo à vous déjà. Félicitations. On peut déjà mettre ça en avant. Alors, on continue avec les questions. Tu parlais du jeûne. Alors, il y avait une question sur le jeûne, justement, si tu conseillais des jeûnes d'une semaine ou de plusieurs jours. Or, alors, relatif toujours à l'énergie pour relancer l'énergie, les mitochondries. Alors, j'ai 3 réponses. Oui, non, peut-être. Alors, est-ce qu'on peut les décortiquer? Oui, parce que le jeûne, c'est toujours bien. Non, parce qu'au bout d'une semaine, ça peut très bien être mal vécu pour l'organisme. Alors, c'est une semaine ou plusieurs jours. Oui, tout à fait. Non, et c'est la même chose. C'est en fait, quand je dis oui, non, peut-être, c'est oui, parce qu'on sait que le jeûne, c'est bien. Non, parce que peut-être au bout d'un certain temps, quand même, vous risquez d'être quand même en carence. Et le but du jeûne, c'est pas de se mettre en carence. Donc, j'insiste bien. Le jeûne, oui. Se mettre en carence, non. Et peut-être, peut-être, ça veut juste dire expérimenter. Personnellement, je n'ai jamais fait un jeûne de plus de 24 heures parce que sinon j'ai la dalle et puis au-delà de ça, j'aime manger
Et je vois pourquoi je me priverais alors que finalement, je sais que 16 heures, c'est largement suffisant. Donc, qu'est-ce que je vais m'enquiquiner à faire 7 jours, à être comme ça, à traîner des pieds à la fin. Je préfère faire 16 heures de jeûne tous les jours et puis me prendre du resveratrol. Et puis voilà. Mais c'est personnel. Hmm. Ouais, je comprends. Bah, moi, j'ai fait une semaine de jeûne et bon, mais après, voilà, ça dépend vraiment des profils. Et ce que tu disais, je pense que ça dépend de l'énergie du moment et comment on se sent En fait, bon. c'est toujours la même chose. La question, c'est de faire pourquoi. Si c'est juste, oh, par curiosité, je vais voir ce que ça fait, on va rien en tirer. Par contre, je pense que si toi, tu l'as fait dans une option naturo, détox, travail personnel, travail sur Mm, toi, voilà, c'est OK parce que tu avais un pourquoi qui était cohérent avec, qui était aligné, on va dire, mm, avec qui tu es et ta ligne de conduite. Donc là, c'est super cool. mm. Et puis bon, comme d'habitude, je pense que comme tout le monde, les 3 premiers jours, c'était difficile. Ensuite, les 4 derniers, c'était de la rigolade. Bon, c'est c'est comme ça. Ouais, ouais. Non, mais ça va dans le sens, ça allait dans le sens de ce que tu dis ça dépend. Il y a pas une réponse pour tout le monde en fait. Il y a pas une réponse générale à ce C'est type toujours de la même question. chose, hein. Le biohacking, c'est prendre des choses qui sont connues et prouvées par des études, mais après, le fin du fin, c'est de tester sur soi-même. Mm. Voilà, là pour l'instant, je suis en train de tester le protocole de David Sinclair. Qui Peut-être que consiste à quoi dans les dans grandes lignes, juste pour qu'on se rende compte? c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un tas de compléments alimentaires. Je vais pas trop le D'accord, détailler parce que comme je disais, ça d'accord, sert à d'accord. rien C'était que les enfin voilà, compléments alimentaires. Je pensais qu'il y avait une c'est des méthode, quelque chose. D'accord, pas du tout. Non, c'est méditer, dormir, gérer le stress. C'est jeûner, d'accord. enfin faire de la musculation, voilà. Enfin, c'est que des choses basiques hein, de toute façon, sauf que lui, bah, il a mis en plus tout ce que lui ou d'autres scientifiques du même niveau ont étudié chez différentes espèces animales. À savoir quand même que les compléments alimentaires dont j'ai parlé n'ont pas encore eu énormément d'études chez l'homme, et c'est beaucoup étudié chez l'animal. Alors, est-ce que on va rallonger notre espérance de vie comme les souris? C'est difficile à dire. On ne sait pas encore. Hmm, En tout cas, c'est d'accord. étudié chez la souris. Alors, la souris, c'est un mammifère. On est des mammifères. On peut escompter avoir le même résultat, mais il n'y a aucune preuve, en tout cas, pour l'instant. Hmm. Bon, on attend la poursuite des études alors pour, Voilà. pour, Ah bah émettre moi des. aussi, je peux dire, j'attends parce que là, je suis à fond dans le protocole Sinclair. Bon, bah écoute, bah si tu le veux bien, on verra, mais peut-être dans quelques mois tu pourras nous en parler ou partager peut-être. Oui, à partir du moment où je ferai 10 ans de moins, bon, pourquoi pas. Non, mais tu nous diras peut-être voilà, si tu sens un mieux ou pas forcément. Et encore là, le résultat sera différent et variable selon les personnes C'est en très plus. difficile Donc, parce que bah, la hmm, dernière fois, on avait parlé du placebo. c'est Ça vrai. se trouve, juste le fait que je me dise, je suis en train de prendre le Hmm, protocole Sinclair, c'est vrai. et, et, et tant Mais mieux dans tous les cas, ça finalement. sera positif. Le résultat sera Bien positif. sûr, Même si c'est au bien niveau du sûr. placebo, bon, le Bon, résultat sera là. ouais, c'est un placebo qui coûte cher hein, quand même. Hein. Ça fait cher du placebo, mais Bon, on regardera ça. Écoute, je te propose de continuer avec. Alors, c'était une question de Corinne. Qu'est-ce qui peut entraver le bon fonctionnement de la mitochondrie? plein de choses. Le stress, le manque de sommeil, trop de sucre, pas assez de nutriments, une mauvaise respiration, hum, les polluants, qui sont des poisons des mitochondries, comme par exemple le mercure qu'on peut trouver dans le poisson, ou les pesticides, hein, tout ça c'est des poisons des mitochondries. Donc il y a plein de choses dans le mode de vie qui peut porter atteinte aux mitochondries. Hein. Le pire étant, mais je pense que personne n'a jamais testé ici, c'est le cyanure de potassium, qui est un Ah, poison bon, je comprends. qui est un poison des mitochondries. C'est pour ça que ça tue d'ailleurs. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais Ah ouais. pourquoi le cyanure tue? C'est un poison des mitochondries. En fait, ça bloque les mitochondries. C'est pour ça que la mort est extrêmement rapide et certainement pas forcément très sympathique. Mais c'est aussi pour ça, malheureusement, que les gens qui sont soumis à des incendies meurent parce que quand il y a des produits, des plastiques ou autres qui flambent, ça fait une espèce de gaz qui ressemble à du cyanure et
et c'est ça qui tue. Bon, enfin voilà, c'est une petite parenthèse, pas forcément très réjouissante, mais c'est juste pour expliquer qu'effectivement, quand on bloque la mitochondrie, la mort n'est pas loin. Oui, donc et les causes sont multifactorielles finalement. Donc en rééquilibrant comme on peut le faire pour tout, pour un nettoyage du corps, pour Oui, oui, oui. Et c'est ça a pour un ça que là, impact. ouais, c'est pour ça qu'en fait, dans le dossier, j'ai parlé de cette espèce de routine sur les mitochondries, qui justement, c'est une routine extrêmement basique, hein, que j'ai pratiquée et que j'ai aussi testé chez des patients. Tout le monde m'a dit que c'était vraiment intéressant, que ça faisait énormément de bien, et c'est extrêmement simple. Donc voilà, l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir un style de vie qui puisse booster nos mitochondries. Oui. Alors, on va continuer. Alors, c'était une question de Michel. Certains traitements peuvent-ils nuire au bon fonctionnement de mitochondrie? Alors, je sais que tu n'aimes pas trop parler des traitements, mais bon, peut-être dans les grandes généralités. Et quelles précautions prendre en conséquence? Ouais, alors je suis pas fan de parler des traitements. Est-ce qu'il y a peut-être des traitements sur des pathologies qui sont assez courantes? Alors, bon, ça répond peut-être pas à sa question, mais peut-être des produits, enfin, des traitements sur Alors, du cholestérol ou de l'hypertension. Est-ce que ça peut avoir une action? alors à ma connaissance, les statines, c'est pas forcément top pour les mitochondries, mais à vérifier. Et après, alors au contraire, les hormones thyroïdiennes, c'est bon pour les mitochondries. Alors, est-ce qu'il y a des médicaments qui sont spécifiquement toxiques pour les mitochondries? Là, honnêtement, je sèche. Je ne sais pas. Je sais pas. Ok. Donc après, c'était quelles précautions prendre selon, voilà, si certaines Bah, certains traitements viennent un peu entraver, qu'est-ce qu'on peut faire? ouais. Parce qu'on n'arrête surtout pas son traitement, bien évidemment, hein. Alors, bon, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est pas dans le traitement qui va être toxique pour les mitochondries, c'est plutôt la maladie elle-même. Mm. Je n'importe quoi, voilà, si on a une infection, si on a, je sais pas, une angine ou le Covid ou que sais-je, Mm. ben, notre système immunitaire, il doit booster pour, booster, j'aime pas le terme booster, hein, booster l'immunité, c'est un non-sens. Mais Stimuler? bref. Hein? De Stimuler, quoi? soutenir? Ouais, soutenir, stimuler, mais booster, bon, bref. Je suis pas fan du terme, Ok. même s'il il était très, très utilisé. Euh, donc, quoi qu'il en soit, le corps a besoin de se défendre, il a besoin d'énergie. Donc, c'est plus la pathologie elle-même et la réaction du Mm. corps à la pathologie qui va. Donc, à la rigueur, Non, mais tu non, as raison. Là, tu parles, c'est peut-être moi qui ai mal interprété. Il a écrit certains traitements. Moi, j'ai pensé traitement au long cours, mais effectivement, ça peut être traitement court, une oui, infection. mais Ou, c'est la maladie qui est pas bonne pour les mitochondries. Puisque mm, pour lutter contre la maladie, on a besoin de plus d'énergie. ouais. Non, 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 au mais contraire. mm, très bien. On arrive à la dernière question que j'ai reçue par mail ou sur le chat. Donc, si vous avez des dernières questions à poser, n'hésitez pas à nous les écrire là sur le chat. Alors, une question un peu plus précise. Euh, En cas d'hypothyroïdie, alors parce que tu parlais du jeûne intermittent et on parlait peut-être du petit déjeuner, peut-être que la question vient de là. En cas d'hypothyroïdie, mieux vaut sauter le petit déjeuner ou le dîner ou le soir. Euh, alors Ben, relatif à l'apport de protéines le matin, alors peut-être bah, ça est-ce que tu change as pas conseillé grand-chose parce que quand on a une hypothyroïdie, a priori, on est substitué. Donc, à partir du moment où on est substitué, a certainement priori, qu'elle est, ouais. on a plus d'hypothyroïdie. Donc, quand on n'a plus d'hypothyroïdie parce qu'on est substitué, a priori, on est une personne normale sans aucune pathologie puisque Mhm. l'équilibre est là, donc ça change pas grand-chose. D'accord. Après, si on voulait un peu réfléchir, mais euh, on pourrait se dire, d'accord, les hormones thyroïdiennes, elles viennent de la tyrosine. La tyrosine, on la prend plutôt le matin. Donc, voilà, et si vous n'aimez pas, prendre des protéines le matin pour favoriser la production de nos hormones. Mais tout ça, c'est très, très théorique, hein. Maintenant, je pense que d'une manière pratique, à partir du moment où on est bien équilibré sur le plan Mhm. de la thyroïde, on a un individu normal. Je veux dire, moi, ça me met toujours un peu mal à l'aise quand les personnes ils disent
je suis hypothyroïdien, je suis diabétique, je suis dépressif, comme si on avait une étiquette qu'on portait à vie. Moi, j'aime pas trop ça. Je me dis qu'à partir du moment où on est équilibré, on est une personne normale, quoi. C'est tout. L'idée, c'est un peu de se détacher de sa pathologie, quoi. On n'est pas marqué au fer rouge ad vitam aeternam. D'accord. Bon, très bien. Donc, pas forcément d'impact si la personne est équilibrée. C'était Julie qui nous posait la question. Donc, Julie, si vous êtes là ou si vous regardez ce replay, voilà. Si vous êtes équilibré, qu'il y a un traitement adéquat, il n'y a pas de problème. Pas de raison. Pas de raison voilà, de vous préférer selon là où vous êtes le plus à l'aise, en fait. Dîner ou petit déjeuner, finalement, peu d'impact. Je te rajoute une dernière question, Denis, que je crois que c'est Véronique qui a envoyé sur le chat. Alors, c'est pas forcément en lien, je ne le crois pas en tout cas, avec le thème de ce soir, mais voilà, ça sera à l'occasion d'y répondre. Mais peut-être que oui. Hein. Pourquoi certaines personnes prennent du poids quand ils sont stressés alors que d'autres vont au contraire fondre? Ça, c'est une question qui est rigolote et intéressante. Pourquoi beaucoup de personnes prennent du poids quand ils sont stressés? Pour une raison très simple, c'est parce que souvent, on a été habitué depuis qu'on est petit à gérer nos émotions en se mettant quelque chose dans la bouche, puisque c'est finalement la première chose qu'on découvre à la naissance. Hein, à la naissance, avant la naissance, dans le ventre de maman, il n'y a pas mieux que le ventre de maman. On est tranquille, on est au chaud, on est nourri par le cordon ombilical, on est bien, on est peinard, on n'entend qu'une musique, c'est le battement du cœur de maman. Et puis un jour on est, et là c'est l'horreur parce qu'on est à poil, il fait froid, il faut faire l'effort de respirer, et il y a plein de lumière, il y a du bruit, enfin c'est absolument insupportable. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout de suite on nous colle quelque chose dans la bouche, et ça nous calme. Alors, c'est ça de maman, c'est le biberon ou c'est une tétine. Donc en fait, alors qu'on n'a que quelques minutes, voire quelques heures de vie, le bébé prend conscience que pour calmer ses besoins, il faut lui mettre un truc dans la bouche. Et donc, forcément, on apprend très vite à gérer nos émotions par le fait de se mettre quelque chose dans la bouche, en sachant qu'effectivement, quand on est stressé, qu'on mange quelque chose, ça fait du bien, mais dès qu'on avale, le bien-être, il disparaît instantanément, en fait. Et donc, on c'est pour parlait ça de qu'on neurotransmetteurs la semaine dernière et ça rejoint un peu ce voilà. que tu dis. C'est pour ça qu'on reprend ce qu'on a, on reprend à manger. Donc, déjà, le fait d'être stressé, souvent, ça fait manger. Et en plus, le fait d'être stressé, ça produit du cortisol. Et le cortisol, il a une particularité, c'est qu'il va stocker les graisses. Plus spécifiquement, ce qu'on appelle la redistribution facio-tronculaire, c'est-à-dire plus spécifiquement dans le visage et le corps. Donc, dans le thorax et l'abdomen. Donc, quand on est plein de cortisol, on stocke du gras. Voilà, c'est la raison pour laquelle des personnes prennent du poids. Pourquoi d'autres perdent du poids? Eh bien, parce qu'il y a certaines personnes qui, quand elles sont stressées, au contraire, elles deviennent totalement anorexiques. Alors pourquoi, comment, c'est en fonction du vécu, ça, j'ai pas vraiment forcément d'explication, je dirais, qu'on pourrait dupliquer à l'échelle de l'humanité, mais en tout cas, il y a des personnes qui, en étant stressées, au contraire, n'ont plus aucune envie de manger. Pourquoi, comment, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est le plus souvent les personnes qui stressent grossissent. Je dis, le cortisol, ça entraîne un stockage des graisses, mais effectivement, il y a des personnes qui vont totalement arrêter de manger, qui vont mincir. Mais l'un ou l'autre n'étant pas terrible non plus. Ouais. Donc, bon, c'est à individualiser, en fait. C'est chacun. Il n'y a pas vraiment une raison. C'est peut-être le terrain de base ou la constitution de chacun. Bon. Tout à fait. Ok, très bien. Écoute, je te remercie, Denis, pour toutes ces réponses à ces questions. Alors, voilà, peut-être quelques minutes si vous voulez à rajouter une question dans le chat. Alors, nous, Denis, on se retrouve très bientôt. La prochaine fois où tu nous parleras de la douleur. C'est quand? C'est pas tout de suite. T'as la date? La semaine prochaine. Je sais pas la date. T'as la date parce que moi je n'ai pas la date. Faut juste. Je te donnerai la date. Ouais, non, mais il faut que ce soit un moment où je risque pas d'être en bagnole, quoi. Enfin bon, tu vas me dire, j'aurais pu rentrer plus tôt, mais je pouvais pas prévoir les bouchons. Oui, la prochaine fois on va parler de douleur, c'est super intéressant. Parce que je vais parler de douleur, je parlais d'hypnose. Évidemment, en tant qu'anesthésiste, l'hypnose, la douleur, c'est un truc que je connais. Mais oui, ça va être assez sympa. Je
j'ai plein de trucs à vous raconter. Vous avez déjà pas mal de choses sur l'hypnose. Oui. Alors, voilà, peut-être le petit plus que je pourrais ajouter, Il y a toujours un prisme différent de toute façon. Oui, oui, tout à fait. Et puis le fait que voilà, je suis médecin anesthésiste, donc forcément, l'utilisation que je vais en avoir de l'hypnose et la manière avec laquelle je vais la pratiquer va être teintée de ma pratique et des formations que j'ai eues, parce que moi j'ai beaucoup été formé par les formations plutôt anglo-saxonnes. Donc la manière de pratiquer l'hypnose est très différente. Et voilà, je pense que ça peut être assez sympa. Ben, vous avez déjà eu, je veux dire, des super balèzes en hypnose comme Robert Larsoner ou Olivier Madel-Rieux. Donc voilà, vous avez un autre prisme de l'hypnose. Donc bah, super. Un autre regard, ça sera complémentaire, ça sera parfait. Tu as utilisé une très jolie phrase dans la présentation, la pensée pour se penser. Et voilà, j'ai trouvé joli pour parler de la douleur et aborder cette notion. Donc voilà, j'ai dit ça. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Tu oublies tes jolies phrases. Faut que je prenne des notes. Je me souviens plus du tout. Mais ouais, c'est vrai que c'est joli, ouais. Parfois, comme ça, je dis des trucs. Et puis, bon. Ah, Véronique, alors merci pour la réponse, avec plaisir. Hein, Denis a répondu à votre question, Véronique. Ma question était, est-ce que le stress impacte le fonctionnement des mitochondries? Alors oui, ça faisait partie d'un des facteurs utilisés. Oui, tout à fait. Le stress, ça impacte complètement les mitochondries. Les mitochondries, elles n'aiment pas trop le cortisol, parce qu'aussi le cortisol, ça augmente le taux de sucre et les mitochondries. Trop de sucre, elles n'aiment pas ça. Le trop de sucre, c'est toxique. Puis en plus, le stress, ça engendre des besoins énergétiques qui sont finalement totalement inutiles, parce que c'est juste pour lutter contre une potentielle agression de l'extérieur qui en fait n'existe pas. Puisque en fait, le stress, c'est ça. Hein. Le stress, c'est une recherche d'une lutte ou d'une fuite par rapport à l'environnement. Mais finalement, entre guillemets, on s'entraîne à lutter, mais contre rien du tout, si ce n'est contre soi-même. On s'entraîne à fuir contre rien, si ce n'est soi-même. Donc, dépenses énergétiques sans intérêt. Oui. Donc là, on peut reprendre les précédentes vidéos Dynamica sur la respiration, l'auto-hypnose, la méditation, voilà, exactement. Pour faire baisser son taux de cortisol et faire plaisir à ses mitochondries, les soutenir et leur filer un coup de main. Alors, puisque tu aimes bien les jolies phrases, quand même, on va finir sur une jolie phrase, mais la question est de Véronique qui était très pertinente par rapport au stress. En fait, il faut aussi comprendre que les émotions et l'énergie, c'est la même chose. Hein. Le mot émotion, d'ailleurs, même le mot émotion, je ne sais pas si j'en parlais dans la vidéo, je suis désolé, je me souviens plus de ce que je raconte. Mais le mot émotion, c'est motion, moteur, et en fait, c'est la même chose que mouvement, en fait. Donc, puisque tu aimes bien les jolies phrases, hein, en anglais, ils disent no emotion, no motion, pas d'émotion, pas de mouvement. Emotion is created by motion, donc les émotions sont créées par le mouvement. On peut pas se mouvoir sans s'émouvoir, tu vois. Donc tout ça, c'est ouais, celle-là, elle est de moins, celle-là. Tu peux noter. Je l'ai là. Ouais, tu peux la noter celle-là. Mais donc, on peut pas se mouvoir sans s'émouvoir. Et tout ça pour dire que voilà. Quand je parlais du lien entre les énergies et le développement personnel, c'est aussi beaucoup ça, c'est-à-dire que nos émotions, c'est de l'énergie. Ça, c'est quelque chose. Ah ben voilà, je me souviens pourquoi j'en parle. Alors, c'est parce que j'ai fait un dossier sur l'EFT. Voilà. Aussi, qui va venir. Alors, il arrivera après, mais ouais. Ça me revient. Ça me revient. J'ai fait un dossier. J'ai fait un super dossier d'ailleurs. Ah. J'ai fait un super dossier sur. Non, mais je dis super dossier parce qu'effectivement, je parle. Je me disais que je l'avais déjà dit, cette histoire de se mouvoir sans s'émouvoir. Voilà, c'est dans le dossier EFT. Donc, non, j'ai fait un dossier. Ça ne me parlait pas dans ce dossier-là. Oui, non. Pourquoi je dis que c'est un super dossier? Je dis pas, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Hein, c'est pas la question. Mais je suis sûre que c'est un super dossier. Non, mais c'est pas ça. Oui, enfin peut-être, mais c'est pas. Je veux dire, l'EFT, on peut vous regardez un PDF sur Internet, vous êtes pigé, vous êtes tout pigé de l'EFT. Vous regardez 3-4 vidéos sur YouTube, vous avez tout compris de l'EFT. Non, ce qui est intéressant, c'est pas l'EFT dans la technique elle-même, parce que la technique, on vous l'apprend en 5 minutes. Non, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a autour et de comprendre la magie des émotions et comment fonctionnent les émotions et comment on peut avoir un flow des émotions. C'est vraiment ça qui est intéressant.
Et c'est pour ça que j'encourage à avoir le dossier sur l'EFT, pas tant sur la technique elle-même, parce que je dis la technique, tout le monde peut l'acquérir, mais plus sur tout ce qui est l'environnement de ce qui conduit à la philosophie, je dirais, de ce qu'est l'EFT. Voilà. Alors là, on a tous très hâte d'être à cette semaine, à cette thématique. Donc André dit, donc rire c'est bon pour les mitochondries, mais aussi finalement, on en a parlé la semaine dernière et avec le docteur Olivier Madelrieux et avec le docteur Olivier Siam. Donc voilà, donc finalement le rire. Tout le monde parle du rire. C'est plutôt bien. Méditation et rire, écoute, c'est facile à mettre en place, c'est bien utile. Ouais. Donc bon, allons-y quoi. moi, personnellement, je préfère rire parce que la méditation, ça me casse les pieds. Je préfère rigoler. C'est beaucoup plus sympa. Non, je dis ça, c'est pas vrai. La méditation, c'est super, mais c'est vrai que je préfère me marrer. Ouais. Voilà, c'est chacun son camp. Et puis à certains moments de la journée, bon, mais c'est vrai que rire, voilà, vous pouvez y aller, André. C'est bénéfique. Écoutez, moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec Thierry Watelet. Et nous parlerons d'une thématique un peu nouvelle, un peu différente de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. On parlera de l'art oratoire. Alors voilà, quand on décide de s'éveiller, qu'on souhaite s'éveiller, ça passe par plein de domaines et dont la communication. Voilà, donc on analysera les techniques oratoires utilisées et les impacts sur les millions de gens, ce qui peut faire, et notamment. Alors, on va prendre le prisme et l'exemple des élections présidentielles. Alors, il ne s'agira pas de faire de politique, bien évidemment. Hein. Ça sera simplement une analyse des différentes techniques. Oh, c'est génial. Là, franchement, honnêtement, enfin, je vous encourage à le voir parce qu'il est énorme, ce bonhomme. Il est vraiment génial, quoi. Donc, non, franchement, c'est hyper chouette. Ouais, j'ai pas regardé le planning. Non, mais c'est un peu différent de ce qu'on a pu avoir. Et voilà, c'est complémentaire et voilà, je trouve le sujet effectivement très intéressant. Donc voilà, à vous retrouver la semaine prochaine. Merci Françoise, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Te dit Françoise, Denis. Et rions et méditons. Voilà, c'est formidable. Restons sur ça. Rions et méditons et voilà. Et les mitochondries, notre énergie seront au top. Bon, merci à tous. Bon, on se revoit la prochaine. Oui, on se revoit bientôt pour la douleur. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Merci pour vos partages et merci pour vos remerciements. Merci à toi, Denis. Merci à toi. On y a réussi, oui, Didi. Et voilà, non, c'était sympa. C'était très chouette. Ouais, c'était très bien. Merci à tous. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à tous et à lundi prochain. Bye bye. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.